dans la face de l'autre Congo, Brazzaville. Bienvenue à vous, chers auditeurs et téléspectateurs de Kiosque. On va parler actualité ce matin et revenir sur les grands titres, suite et fin de la campagne aujourd'hui pour l'élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs dans les 17 provinces, qualifiées des 17 provinces à problème. La campagne se termine donc aujourd'hui. Nemwanda Nsemi sera face à Deyonkoussou et plusieurs autres candidats. L'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, les partis présidentiels attendent soutenir aucune candidature dans cette partie du pays, selon la déclaration de plusieurs de ces cadres. Au niveau du Kasaï central, l'étiquette John Chikaya est donc par favori pour le compte de l'UDPS à Kinshasa. Il y a encore un autre ticket du vice-gouverneur, Jekoko dit Gérard Moulumba. Lui aussi attend donc succéder à ce vice-gouverneur qui a été défenestré par l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa. Quel est finalement l'enjeu de ces élections au niveau des provinces à une année et 6 mois des élections? C'est des gouverneurs et vice-gouverneurs qui viennent avec des programmes de développement, ou c'est des gouverneurs et vice-gouverneurs qui viennent véritablement pour préparer les lits des élections, de l'élection présidentielle, et les candidats de l'UDPS qui sera indubitablement Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est la question. Nous allons tenter de répondre au travers de nos analyses, au travers de nos commentaires. Journée internationale de la liberté de la presse, cette journée a vécu hier, 3 mai 2022, autour de la question du numérique qui commence à prendre les déçus sur la presse. Comment extirper, comment faire de manière que la presse ne puisse pas mourir, comment les journalistes peuvent travailler de manière à respecter la déontologie, l'éthique. Le ministre porte-parole est revenu sur la question hier en faveur de cette journée. C'était à Béatrice Hôtel, ici dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. Patrick Mouyaya Katembo, qui a fustigé également les attaques contre, selon lui, qui frisent des injures contre le président de la République. À quelques mois des élections, le ministre porte-parole en appelle à la responsabilité des journalistes quant au traitement et à leurs prestations. Augustin Matata Pognon, sans surprise, il est donc porté pour être candidat président de son parti LGB. Donc son parti a tenu son premier congrès ordinaire, je crois bien, hier, dans la ville de Kinshasa. Une sortie officielle de ces partis directement avec la candidature d'Augustin Matata Pognon. Candidature sérieuse ou candidature pour peut-être avoir des parapluies en vue d'une prochaine attaque avec des procès qui sont annoncés ci et là contre l'ancien Premier ministre élu de Kindu dans les Maniemans. Patrick Yalé, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Un grand débat roulé avec vous sur cette question de la journée internationale de la liberté de la presse. C'était la réplique du ministre porte-parole par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre dans les médias ces derniers temps. Vous savez, Kiosque étant l'une des émissions qui a fait beaucoup d'émules, c'est à travers Kiosque que beaucoup de Congolais, téléspectateurs, consommateurs des débats politiques, ont eu à suivre les débats politiques, mais aussi les courroies des débats politiques que nous sommes. Ouais. Je me souviens, à l'époque de M. Kabila président, vous avez des invités qui étaient très virulents. Je citerai là Mkebaï, devenu député, je citerai Safou, oui, devenu aussi député. Ils étaient virulents, ils avaient, je dirais, des mots très durs, mais je n'ai pas souvenance, et je n'ai pas une mémoire de petit poisson, je n'ai pas souvenance, pour ne citer que ces deux-là, de les avoir entendus dans un registre de vie privée sexuelle. Non. Je peux ramener l'histoire très loin. On a connu des présidents, Mobutu. Mobutu avait
une vie sexuelle que l'on potassait entre nous. Mais de ma mémoire, je n'ai jamais vu un journaliste prendre le micro, parler de la vie sexuelle du maréchal. Ni de M. Mouzé Kabila, ni moins encore de M. Joseph Kabila. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait rien à dire, mais c'était des limites que l'on se posait. C'était des limites à ne pas franchir, parce que l'exercice des libertés est canalisé par des limites de bienséance. Vous ne pouvez pas, de façon péremptoire, dire d'un monsieur, je ne parle même pas de président, dire d'un monsieur qu'il serait obsédé sexuel. Non. C'est ni pour ni moins de la mauvaise éducation, de la mauvaise herbe, et il ne faut pas avoir froid aux yeux pour dire que c'est tout sauf du journalisme. Que ça soit vrai ou que ça soit faux. Que ça soit vrai ou ça soit faux. C'est de la diffamation. La diffamation, pour ceux qui ne le savent pas, la diffamation n'est pas simplement dire des choses qui ne seraient pas faux. Vous pouvez dire des choses qui peuvent être vraies, mais vous diffamez. Et vous faites bien de dire que ça soit vrai ou que ça soit faux. Au terme de notre loi. Au terme de notre loi, nous n'avons pas ce droit-là. Nous ne pouvons pas nous arroger ce droit-là de dire tout haut ce que l'on peut penser. Non. Je salue M. Mouyaya, qui n'a pas eu la langue de sa poche, pour nous rappeler, pas à l'ordre, mais à la bienséance. À la bienséance. Mais aussi, vous qui avez fait l'IFASIC, nous autres, on nous a dit on est entré par effraction. Ce que moi j'ai appris dans l'État. Mais il me semble que le conditionnel est une règle d'or. Quand vous n'avez pas fouillé certaines choses, quand vous n'avez pas la véracité de certaines choses, il me semble que l'emploi du conditionnel est une obligation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Je me mets dans cette même barque pour ne pas m'exfiltrer. Ça, c'est on fait un peu l'autoflagellation. Voilà. Nous affirmons des choses sans utiliser le conditionnel. Alors, très bien. Moi, d'ailleurs, j'évite les conditionnels parce que ce n'est pas un bon style pour un journaliste. Est-ce que c'est par rapport à la personne, président de la République, ou bien ça serait une réaction pour tout citoyen? Parce que quand vous regardez dans les débats, je venais de suivre un débat, en tout cas d'une manière désintéressée. Je rappelle que le deuxième invité vient d'arriver, on va le présenter tout à l'heure. Un confrère à nous, j'aimerais que nous soyons vrais, qui s'attaquait à une dame qui est députée, je crois que c'est la dame Mounongo, Dominique, qui a mis même sa photo et qui a dit tu auras un traitement particulier au Komona. C'est des propos extrêmement graves. Et là, on n'a pas vu Mouyaya piper un mot. On n'a pas vu Serge Kabongo soumettre la question au débat. On n'a pas vu les confrères, même si je ne tolère pas ce qui se dit sur le chef de l'État. C'est parce que c'est le chef de l'État? Ou bien cette dame-là ne pouvait pas avoir aussi cette union de solidarité comme nous le faisons pour le président de la République aujourd'hui? Vous faites bien de mettre cet exemple sur la table. Je n'irai pas par le dos de la cuillère. C'est aussi un excès. C'est aussi, je dirais, un abus de langage. C'est un abus comme l'abus comme tous les abus que l'on dénonce. Mais il n'y a pas que cela. Je veux encore aller dans le même sens. Vous prenez la photo d'un ministre. Vous le mettez dans un tweet en disant le président nous a ramené des chicouleurs, le président nous a ramené des frappeurs, avec comme image d'illustration un monsieur, père de famille, marié, ministre en fonction. C'est tout cela. C'est tout cela. On doit à un moment, je me permets de la citer, j'étais dernièrement avec Dada, Sylvie Bongo, où je lui disais, c'est la défaillance de l'UNPC. C'est la défaillance de l'UNPC. Dans tous les sujets dans tous les sujets que l'on a cités, l'UNPC a fait montre d'une légèreté, d'une défaillance qui ne s'explique pas. Qui ne s'explique pas. On doit se remettre en cause. Est-ce que quelque part, parce que par rapport au thème qui a été débattu hier et qui sera débattu tout au long de cette année, c'est pas aussi le goût du buzz? C'est justement ça. Quand on dit
l'Internet, quand on dit l'informatique, c'est pas aussi ça. Tout à fait. On est aujourd'hui à la recherche de vues, à la recherche de plus d'abonnés. Du sensationnel. Du sensationnel. Et pour ce faire, on doit toujours chercher à être outrancier. Voyez-vous, parce que quand vous mettez certains titres, ça n'accroche pas. Pour attirer les gens, vous devez outrer les gens, scandaliser les gens, ameuter les gens. Malheureusement, la faute aussi revient à nous. Mais je me mets dans la peau du Congolais. Mais malheureusement, c'est qu'aiment les Congolais. C'est les plats favoris des Congolais. J'en parlais dernièrement. Regardez même ce que nous livrent nos acteurs de théâtre. Des théâtres pornographiques qui n'ont rien à voir avec les théâtres que l'on suivait avec Père son âme, Doudounga Foura, les Kouedi. C'est notre société qui va à la dérive. Merci Patrick Yalé. Je vais revenir à vous sur cet appel d'offres des 16 blocs pétroliers et des 3 blocs gaziers. Appel d'offres du 28 au 29 juillet. Gardi Diana, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo. J'ai pensé vous prendre au saut de mouton de Socimat, mais moi-même, en malheureusement, regardant les chronos, j'étais derrière toi. Oui, en regardant les chronos, je me suis dit, si je me mets à vous attendre, je risque de venir en retard. Ça aurait été compliqué. D'ailleurs, la preuve est là que je suis arrivé en retard. En tout cas, toutes mes excuses aux téléspectateurs. C'est un léger retard. Hein. Oui. Est-ce que vous suivez aussi ces débats sur la liberté de la presse, la réplique de Mouyaya? Est-ce qu'il faut parler en termes de réplique ou de mise au point ou du recadrage? Mais j'ai posé tout à l'heure la question. Je ne sais pas si vous embrayez d'abord sur les faits et revenu sur la question que je venais de poser au confrère. J'ai aimé son intervention. Ce n'est pas parce qu'on a parlé du président de la République que toute la planète, toute la terre doit s'emballer. Moi, j'ai vu une dame, Dominique Moulongo, qui a été vilipendée par un confrère qui anime une grande émission d'ailleurs en Lingala télévisée. L'a traité de tout le nom d'oiseau, l'a menacé, et Mouyaya n'a pas dit mot, l'INPC n'a pas dit mot, le CESAC n'a même pas fait l'autosaisine, mais parce qu'aujourd'hui, c'est le chef de l'État qu'on doit remuer ciel et terre. Merci pour la question. Même si je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Oui, merci pour la question, mais je crois que moi je me réjouis du fait que depuis toujours, quand on a lancé le débat sur la dépénalisation des délits de presse, moi j'ai été contre, les gens ne savaient pas pourquoi. Je dis, on ne pouvait pas commencer par là sans assainir les secteurs. Aujourd'hui, il est né un genre journalistique où on estime que pour être un bon journaliste, un grand journaliste, pour faire le buzz, il faut généralement aller diffamer, vilipender les gens, critiquer chaque jour, citer les noms de gens. Mais quand vous posez cette question-là, c'est vrai, je veux abonder dans le même sens. C'est la tendance maintenant. Nous qui ne le faisons pas, on pense qu'on n'est pas très professionnel. Moi, quelqu'un me l'a dit déjà une fois, il y en a pas pour côté parce que toi, tu es trop carré. Quelqu'un me l'a déjà dit une fois. L'essentiel, on n'est pas venu pour le COP. Le grand problème aussi, c'est que s'il faut... Pour ne pas vous couper, il y a un confrère qui dit, on lui pose la question, mais pourquoi aux autres qui ministre, on a qui mastano, avocat, abi azoli ça na betaïga. Voyez ça? Na oliate bandakuma ministre. Na oliate bandakuma ministre. Tikana attaqué. Tikana betaï. Je comprends. Mais au-delà de ça, s'il faut rentrer dans la jeunesse, je crois que ça relève de ce que moi j'appelle une implosion sociale depuis un certain moment. C'est vrai qu'on a dit que l'Internet a ramené une nouvelle façon de faire, mais je connais des gens qui font le buzz sans passer par là. Je connais des journalistes qui sont exclusivement sur les réseaux sociaux, mais qui font leur travail. Et je ne suis pas sûr que ces amis-là ont plus de vues et des abonnés qu'Alain Foka. Sur le site d'Alain Foka, il ne fait pas ça. Je suis abonné à Pavlovski avec son truc sur Internet. Je ne la vois pas faire ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans la nature. Je crois qu'à ce stade ici, il faut se dire vrai. C'est vrai, Patrick est allé à indexer l'UNPC. Moi, j'ajouterais le CESAC avec. C'est-à-dire, il y a une sorte de libertinage dans l'espace médiatique que je me demande parfois ça fait honte de se présenter devant les gens et être journaliste. Ça commence à friser un peu la honte et l'opprobre. Deuxième volet de ma question. Oui. Aujourd'hui, c'est l'ANER qui s'en mêle, c'est la justice qui fait un mandat d'amener avis de recherche. Je voulais en arriver. Est-ce que, pour les cas de cette députée-là, il n'y avait pas flagrance, c'était normal? Dites-vous que c'était l'épouse du chef de l'État, ou dites-vous que c'était une députée proche de l'UDPS ou proche du pouvoir? Qu'est-ce qu'on ne réserverait pas comme suite à ce confrère-là? Serge Kabongo, la vérité c'est que le cas de Dominique Moulongo, je crois que vous êtes sans ignorer que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et salive. Je crois que chaque Congolais, pour une fois encore, le Congolais de tous bords ont condamné cette attitude-là, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, quoique Dominique étant de l'opposition. Mais je comprends là où tu es, c'est dans l'acte, c'est-à-dire aller
dans l'initiative de faire justice vis-à-vis de cet abus-là, mais il ne faudra pas aussi qu'on se leurre. Est-ce que c'est le travail du journaliste d'abord? Ne votez pas pour elle parce qu'elle a fait ça. Tu auras un traitement particulier. Ça, c'est pas être journaliste. Non, ça c'est normal. Mais ça, Mouyaya était aux abonnés absents. Non, le problème... Oui, soit on est tous Congolais, soit on ne l'est pas. Soit il y a un Congolais d'en haut, il y a un Congolais d'en bas. Même si je condamne ce qu'on dit sur les chefs de l'État. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que pour le cas de Mounongo, il s'agit d'un individu qui a attaqué une députée, qui, de surcroît, membre d'une communauté, membre d'une famille, membre d'une formation politique. Et que, finalement, ces derniers auraient porté plainte. Mais à la différence près, quand vous vous attaquez au chef de l'État, c'est une institution. Mais même dans là aussi, c'est un député. Mettons-nous d'accord. Serge Kabongo, mettons-nous d'accord. Rien que sur le symbolique, tu as vu le déferlement des différents politiques de tous bords lorsque quelqu'un s'est permis de gifler un chef de l'État. Même Marine Le Pen a oublié sa casquette de politique. Il y a une différence, c'est qu'il y a des symboles, il y a des éléments. Si on ne sait pas respecter l'institution présidence de la République, ça veut dire qu'on n'est plus dans un État. Oui. Je comprends le problème où il est, mais en réalité, établissons quand même cette sorte d'échelle. C'est à géométrie variable. Dans le symbolique, il y a une différence quand tu t'attaques à un chef de l'État, il y a une différence, mais en matière de droit, chaque Congolais est égal. Le problème ici, c'est qu'on a condamné pour Mme Dominique Mounongo, autant on condamnera pour le chef de l'État, mais aussi le problème, c'est que on n'a pas besoin d'aller insulter. On n'a pas besoin de faire ces journalismes-là. Perrault, c'est quelqu'un qui critique régulièrement le chef de l'État. On n'a jamais vu ces histoires-là. Même si moi j'ai dit aux gens, c'est ce qu'il a dit là, il a dit de manière claire, mais depuis un certain moment, il est dit souvent. Ce qu'il a dit là, Serge Kabongo, à cet instant ici, il ne faudra pas qu'on se mette à aller dans gauche, à droite. Non, écoutez, dans un État, il y a une sorte de hiérarchie. Très bien. Même quand on est opposant, on doit apprendre le respect. Et c'est ça la preuve de la discipline qui manque généralement aux Congolais. J'ai vu des gens tenir des mots plus durs vis-à-vis de Joseph Kabila, sans en arriver là, sans parler de ces histoires de lit, ces histoires de vie privée. Patrick en a parlé avant que vous ne puissiez... Je peux rectifier quelque chose sur quelque chose que vous avez dit. Le journal Le Monde a clairement appelé à ne pas voter pour Marine Le Pen, la traitant de non-républicaine. C'est-à-dire un média, un journaliste, si on peut se référer à ce qui se fait en France, peut prendre position. Et le journal Le Monde l'a fait clairement. En France, ça passe. Mais si vous vous appelez à ne pas voter pour M. Félix Tshisekedi, demain, vous êtes dans la NAS. Vrai ou faux? Non. Ouais. Non, non. Voilà. En France, il y a quand même une démocratie qui évolue. Mais si aujourd'hui, moi j'ai dit, ne votez pas pour M. Tshisekedi. Je commence à battre campagne en défaveur de Tshisekedi. Je peux compléter, Patrick. Oui. Il y a une différence. Je peux me permettre de dire, ne votez pas à tel, mais tout dépend de qu'est-ce que je présente comme argument. Voilà. C'est-à-dire, je ne peux pas aller pour dire que non, parce que Mme Wana Lobaki Boye, Madame Wanazabou, qu'on ne peut pas aller sur de base sécessionnistes pour pouvoir asseoir cet argument-là. Merci beaucoup. Ça passe pas. Permettez-moi, mais qu'on ne se leurre pas. Déjà, certains d'entre nous le font d'une manière ou d'une autre. Moi, quand les gens me voient, je ne me cache pas. Je disais un jour dans l'une de mes réflexions, et le journaliste, et le pasteur, et le cardinal, toute personne ayant un droit de vote, dans ses opinions, il fera tout, même de manière involontaire, que son droit de vote qu'il exercera, dont le candidat de son choix est connu, oriente et se marie avec les opinions qu'il va distiller, de manière voilée ou non voilée. Maintenant, je veux répondre sur la plainte. La plainte que l'on voit, ce n'est pas une plainte venue de suite des propos de gousaterie, ordurier, malfamé, malfaisant qu'on a entendu. La plainte vient d'une affirmation. Vous devez toujours demander de phagocyter vos mots parce que c'est... Non, les mots sont... Tu fais pareil. Tu demandes de phagocyter ces mots. Donc je disais, la plainte, pour les gens qui l'ont lu, est une plainte qui remonte, je crois, au 19 ou 22. Cette plainte est venue de la suite de l'affirmation de notre super journaliste, l'ami, qui a affirmé que M. Boudimbo avait détourné 243 millions et qu'il avait déstructuré la réserve de carburant. Il a affirmé des choses. Le parti politique de M. Boudimbo s'est senti lésé. Ok, merci. Ah, non, je veux finir, parce que c'est toujours dans la liberté de la presse. Il y a un travail qui a été fait.
Je cite les noms. M. Jean-Ric, Rachel Ketita, Élisée Odia, Dou Jésus Beledou, pour ne citer que cela. Gauthier Sey ont vu les ministres, moi y compris, M. Leclerc Moutipa y compris. On a demandé au ministre de tout faire pour que l'action initiée par son parti et les membres de sa famille n'aille pas à son terme. Le ministre qui prenait son vol nous a instruit de suivre ce dossier pour que cette plainte ne prenne pas ses effets. Et il a pris son avion. Et le travail a été fait dans ce sens. Le travail a été fait dans ce sens. Grande est notre surprise d'entendre encore notre ami dans la même vidéo, dire tout ce qu'il a dit sur le ministre. Serge. Et les linges sales se lavent en famille. Je n'aimerais pas que nous puissions tout mettre sur la place publique. Vous commentez, on nous dit l'appel d'offres pour les 16 blocs pétroliers et les 3 blocs gazés. L'appel d'offres c'est du 28 au 29. Oui, je crois que j'ai appris cette nouvelle-là, qui du reste est une très bonne nouvelle, dans le sens où peut-être pour la première fois de l'histoire, la République démocratique du Congo va aller dans un marché aussi plausible sur l'exploitation de son pétrole et ses gaz. À ce stade ici, moi, il y a 2 éléments sur quoi je veux attirer l'attention du ministre. C'est que j'ai compris et j'ai vu que depuis un certain moment, il a fait un grand lobbying quant à ce. Mais j'espère également que dans ces grands lobbyings-là, faut tenir compte du contrepoids. Pourquoi je parle du contrepoids? Parce que il y a un problème d'information, notamment au niveau de certains organismes. Notamment comment on l'appelle, le 3W, je crois, le nom m'échappe, qui finalement fait un travail de contre-lobbying. Voilà, les 3WF, qui fait un contre-lobbying avec Greenpeace, dans le sens où, pour eux, la dynamique d'aller vers ces genres d'énergie, aller vers l'exploitation gazière, vers l'exploitation pétrolière, va à l'encontre des objectifs de développement et notamment dans la protection de l'environnement. Or, il est de l'essor de l'État congolais de rassurer, non seulement à ses partenaires, je sais que beaucoup font dans la mauvaise foi, mais aussi de pouvoir parler directement. C'est d'ailleurs pour ça, heureusement qu'il est là, moi je proposais, j'ai dit, on aurait mieux fait d'organiser un forum international, parce que derrière cette action-là, il faut le reconnaître, au-delà de cet appel d'offres. Il n'y a pas assez d'informations là-dessus, hein. Que ce soit du côté gouvernement, que ce soit du côté... On voit plus Greenpeace sur ces chevaux. Sur ces chevaux, qui utilisent de grands médias, Jeune Afrique, à une campagne... Une contre-campagne qui ne dit pas son nom. Et ça, c'est une vérité. La meilleure de choses, c'est qu'au-delà de ça, ce que les gens ne savent pas, notre législation dans le secteur des hydrocarbures a beaucoup évolué. Parce qu'on a beaucoup perdu autrefois, mais je préférais qu'à ce stade ici, que devant les différents partenaires, qu'on présente non seulement une législation qui est devenue beaucoup plus attrayante, mais aussi qu'on présente également la nouvelle politique et dynamique. Ça ferait œuvre utile, ça pourra couper court. Parce que dans cette dynamique-là, il suffit, les zones où généralement se retrouvent ces blocs-là, ce sont des zones généralement où il suffit d'une mauvaise information pour créer une tension sociale et autres. Donc il y a lieu de pouvoir, j'aurais aimé, mais malheureusement l'appel d'offres est déjà lancé, mais il faudra qu'il fasse ce travail-là, de continuer un lobbying régulièrement pour pouvoir échanger, non seulement avec les opérateurs eux-mêmes, parce que je suis sûr que... Est-ce que c'est pas ce qu'il fait maintenant? On a appris qu'il est au Koweït, on a appris qu'il était en Guinée. Non, avant Koweït, il était à Dubaï, il était en Angola, qui également est un partenaire de taille en matière dans ces secteurs hydrocarbures. Mais c'est comme je dis, c'est-à-dire au lieu de parler avec les acteurs de manière isolée, on aurait fait mieux de présenter une bonne fois pour toutes la nouvelle dynamique dans la politique des hydrocarbures de la République démocratique du Congo et parler avec les différents partenaires. Ça aurait gagné à la fois une communication induite. Sur table, hein. Exactement. À la fois une communication induite pour la grande population, qu'on comprenne au moins ce qui s'est fait et vers quelle dynamique on a. Sinon, je crois que si cet appel d'offres réussit, le gouvernement aura la chance de rester dans les annales. Mais aussi, il faut faire un effort parce que le Congo a la possibilité d'avoir un niveau de production, c'est-à-dire être deuxième en Afrique après le Nigeria. Il faut faire un effort d'intégrer l'organisation de pays pétroliers, que ça nous permettra de gagner en termes de lobbying, l'OPEP, en termes de visibilité. Ça nous permettra de reprendre une place assez importante sur le marché mondial des hydrocarbures. Est-ce que vous avez comme l'impression, un peu comme le confrère dit, que c'est quelque chose qui se boutique dans une opacité? C'est comme si c'est l'appel d'offres pour comme de la poudre aux yeux, pendant qu'on sait déjà qu'il y a telle firme italienne qui se bousculait avec certains proches du président de la République, dont j'étais les noms ici, vous le savez d'ailleurs. Les Français aussi, ils sont là. Vous avez comme l'impression? De toute façon, l'appel d'offres s'est fait
pour contourner ces gens-là. suspicions. Ah, merci. Oui. L'appel d'offres, c'est... C'est pas l'appel d'offres fantaisiste. Non, 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 non. Vous pensez pas que vous allez Sinon, inviter... on l'aurait donné de gré à gré. Je pense pas que vous allez inviter des firmes aussi sérieuses comme les Total, les Eni et d'autres pour piper l'idée. Heureusement, vous citez Eni. Hein. Vous avez tout J'ai dit, je ne pense pas que vous pouvez appeler ces firmes et piper l'idée. Okay. C'est pas des enfants de cœur qui non, vont... c'est sérieux. C'est une affaire. Quand tu as ce genre d'appel d'offres ouvert aux majors, les majors ont généralement beaucoup d'informations. Si les jets sont pipés d'avance, mais qu'est-ce qui peut expliquer un peu cette position de WWF et comme des Greenpeace Non, ils sont dans leur, je dirais, dans leur rôle. Dans leur rôle. C'est leur job, quoi. C'est leur job, mais nous avons aussi des contraintes que nous avons signées à travers Madame Bazaïba, ministre de l'Environnement, pour la protection de la biodiversité. Donc, on doit trouver le juste milieu. Voilà. On doit trouver le juste milieu. Parce qu'il faut dire qu'on a été à la COP, on a donné des gages, mais le retour que l'on puisse espérer de nos engagements à la COP, ça ne vient pas. Et même si ça venait, ça ne va pas compenser le manque qu'on pourrait avoir en n'exploitant pas nos pétroles et notre gaz. Parce que on ne parle pas que d'une entrée d'argent espérée, mais on parle aussi de la possibilité de création multiples d'emplois. Donc parce qu'il y a 3 zones qui sont concernées. Il y a le Bas-Congo, le Tanganyika et l'Équateur. Vous imaginez? Donc ça veut dire qu'on doit trouver le juste milieu. Il n'y a pas moyen de commencer d'abord par l'Équateur. Ça c'est très important. Il y a un taux de chômage exagéré là-bas. Non, dans les 16 blocs, il y a 3 bassins sédimentaires qui sont concernés. Il y a celui de la côte atlantique à Manda, celui de la cuvette chez nous à l'Équateur et celui du Tanganyika. Mais pour répondre à Gardi, je ne pense pas que je viole les secrets du ministre. Il y aura une semaine du pétrole qui va s'organiser avant cet appel d'offres. Il y aura aussi un point de presse où j'espère que vous serez invités parce que il faut l'accompagnement de la presse locale pour que les riverains, comme vous l'avez dit, qui sont souvent manipulés, aient l'information et la bonne information. Très bien. Merci beaucoup. Et allez Patrick. J'allais ajouter Patrick et allez EKB. Non, vous n'êtes pas EKB. Il ne faut pas profiter de l'aura de votre papa pour se faire un nom comme Diana. Voilà. Ça, c'est le fils à papa. Et allez, Diana fils. Moi, je n'ai pas un parent journaliste. Allez, on va aller dans les provinces. 17 provinces, Patrick. Les gouverneurs et vice-gouverneurs, Kinshasa, Jekoko, apparemment, c'est un pénalty, comme je ne cesse de le dire, sans gardien. Hein. Même si en face de lui, il y a un autre candidat. Là, pour revenir à votre boutade, je crois que votre père, de là où il est, il doit être fier de vous. Vous avez un parcours, vous avez su conserver votre nom pour revenir au précédent sujet, sans forcément vous compromettre et entrer dans des choses qui n'honoreront pas le nom de votre papa. Merci Patrick. Merci bien. Merci Élection bien. de gouverneur. Coco, c'est vraiment une lettre à la poste. Hein. C'est plutôt la situation du Bas-Congo qui m'inquiète. C'est une province aussi stratégique. Voilà, j'ai vu l'entrée de Nombo Dantsemi. Je me dis, si l'oncle du président, comme il se présente, échoue à ces élections, connaissant connaissant son côté, je dirais, séditionniste, je crains pour la province. Je crains pour la province. J'ai vu son entrée tonitruante. On n'aurait pas dit débarquer sa candidature même avant. Parce que là, qui allait prendre ce risque? Parce que nous risquons de connaître ce qu'on a connu en 2007, après l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. Hein. Je crains. Mais bon, pour revenir, pour parler plus sérieusement, j'ai vu la candidature, son nom m'échappe, il est issu de l'UNC, je crois. Cette candidature-là me semble, je dirais, prometteuse en termes des valeurs, en termes de vision
cas, ce monsieur, même fort malheureusement, son nom m'échappe, mais il est de l'UNC. C'est l'élection... Le docteur, le fameux docteur. Oui, le médecin, voilà. Le médecin, le docteur qui c'est cool ou quelque chose. Ouais. C'est l'élection de la province du Congo central qui m'inquiète, mais aussi les élections de l'espace Kasaï. Ouais. Parce que, pour revenir encore à ce qui a été dit abondamment ces jours-ci par rapport à l'exode qui se fait des Kasaïens vers Katanga, il faut insuffler un nouveau leadership dans le Kasaï. Parce que, comme le disait je ne sais plus qui disait que le président n'est pas un magicien, Mobutu. Mobutu, voilà. Ça vaut pour le président actuel. Il faut qu'à la base, que nous ayons des gouverneurs qui ont une vision, qui ont une capacité managériale. De booster le développement. J'espère que ceux lui qui attendent la rétrocession de que Kinshasa, qui ne vient difficilement pousser les partager avec les députés provinciaux. voilà. J'espère que l'UDPS ne commettra pas l'erreur de nous pondre à Maweja bis. Très bien. Élection de gouverneur, l'enjeu c'est quoi? C'est à quelques 2 ans ou 1 mois, une année, 6 mois, et après on va encore aller aux élections. Est-ce que quand ils viennent, ils vont venir le vendredi, on va les connaître, et après ça sera les contestations, après la validation. C'est pour vraiment venir booster les projets intégrateurs, booster les projets de développement. On dit, bon, vous allez là-bas, la mission, c'est qu'il faut préparer déjà la prochaine réélection de Tshisekedi. J'ai appris à ne jamais être très négatif sur le plan politique. Normalement, le principe sacro-saint veut que quand on élise un gouverneur, c'est pour apporter un projet de développement cohérent. Cependant, s'il faut rappeler, quand vous parlez des enjeux, moi particulièrement, je n'en trouve pas vraiment. Dans le sens où il faut, juste pour des raisons de continuité, pour des raisons de gestion de province, il faut remplacer à des postes où il y a de vide. Cependant, si on rentre dans la dimension politique, un peu à la problématique posée par Patrick Eyalé, c'est que le Congo central, depuis toujours, c'est la province qui déjoue généralement les pronostics et les candidats établis. Voilà. C'est-à-dire que le Congo central obéit difficilement au mot d'ordre de formation politique. En 2007, Bemba Aline Foucaounjola et Nemwanda Semi, ils sont battus. Exactement. En 2011, on arrive, c'est les PPRD. Les PPRD qui alignent Deonkousou, battu au profil. Voilà. Battre. La même chose, ça a été fait encore avec Deonkousou et Jacques Mbadou Sitou, voilà. D'un même parti, mais malheureusement, c'est lui qui était le candidat du parti, a été battu. Donc le Congo central nous a prouvé dans l'histoire que c'est généralement là où c'est une province qui s'aligne difficilement, peu importe la coloration politique. Mais seulement du côté Kasaï, même moi j'ai également de crainte. La crainte, moi, à mon niveau, n'est pas sur les accointances politiques, mais sur l'efficacité de candidats. J'ai l'impression qu'il y a une forme de politisation excessive dans la candidature de certains au niveau du Kasaï, et je me demande si généralement ces gens-là auront le temps de pouvoir travailler pour la province. Est-ce que ce n'est pas la même chose aussi avec Kinshasa? Kinshasa, c'est pareil. Avec Jekoko, je ne sais pas. Non, Kinshasa, c'est pareil. Je ne connais pas son parcours, je ne connais pas ses qualités. On sait que c'est un grand mécanicien et puis un grand natif de Kingaboa. Il est de la famille présidentielle. En ce qui concerne Kinshasa, je crois que... Il est député provincial, élu en 2006. Réélu encore, je crois, en 2011, il n'y a pas eu d'élection de député, réélu en 2018, député national, tout. Oui. Mais à Kinshasa, je crois que les enjeux ont changé, parce que les enjeux de départ, il ne faudra pas l'ignorer, quand Kabound gérait encore l'UDPS, c'était de porter Jekoko Mulumba pour avoir quelqu'un qui peut titiller Gentil Ngobila. Vous savez que s'il y a quelqu'un qui peut résister, quelqu'un qui pouvait lui dire des choses de manière ouverte, quelqu'un qui pouvait lui tenir tête, c'était Jekoko Mulumba. Mais je crois, à mon sens ici, que Jekoko a déjà plié, a fléchi ses genoux. Cette fois-là, c'est le candidat de la compromission, en fait, travailler avec Ngobila, parce que l'idée de pouvoir débarquer Ngobila, je crois que c'est déjà révolu, c'est déjà dépassé. Cette fois, c'est de pouvoir faire un ticket, parce que Ngobila, aujourd'hui, est un partenaire de taille, politiquement, de l'Union sacrée. On dit qu'il a presque recruté tous les députés, hein. Ils ont adhéré dans son parti ACP. Non, quelqu'un me faisait rire, il n'y a pas que les députés. Il a fait adhérer même tout le bourgmestre. Les gens Saka et les Rossi. Oui, ils ont signé là-bas. Ils ont tous traversé, sous exigence du gouvernement. Alors, dans quel état il est, ce type-là? On va oublier. Et je regrette que l'UDPS se fasse route ensemble avec quelqu'un de pareil. On va oublier le Lolaba. Le Lolaba, il faut oublier. Hein. C'est Massou Kaouré. Adieu, Mouyej Manguezma, ça.
Chez nous, quand même, au Nord-Ubangi, par contre, il y a les VPM qui a écrit à la CENI pour qu'on aligne les Nord-Ubangi, parce que c'est à peine que le président venait de prendre acte de la démission. Moi, j'ai beaucoup de regrets que chez moi, en Bandaka, le tristement célèbre gouverneur Bobo ne soit pas parmi les personnes qui devaient être éjectées. Non, ce pays, parfois, si on veut prendre les choses au sérieux, on risque de faire un AVC. Merci beaucoup. Allez, on va peut-être réfléchir par rapport à la loi électorale. Est-ce qu'on devrait maintenir l'élection du gouverneur au second degré, ou bien il fallait que ça soit au suffrage universel direct, que toute la population de l'ensemble de la province puisse élire le gouverneur, parce que déjà demain, ça sera la partie visible. C'est ce que nous voyons, la campagne de tambour dans les assemblées provinciales. Mais la partie non visible, c'est des contacts individuels, privés avec des députés et des candidats gouverneurs. C'est là où le pot de vin se passe, et malheureusement, c'est au vu et au su de tout le monde. Merci à vous, madame, monsieur. On va prendre le dernier virage de cette émission. Sans surprise, Matata Pogno, porté pour être candidat de son parti. Le congrès a eu lieu hier à Kinshasa. J'espère que vous n'êtes pas surpris par cette candidature. Hein? Je ne suis pas surpris dans la mesure où quand il avait encore des devoirs judiciaires, j'ai jamais oublié, une fois j'ai échangé avec un ami. Il en a toujours, hein, c'est pas fini. Non, je sais, il en aura toujours. Je crois que avec un ami, Christian Moleka, qui posait, il dit, bon, finalement, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois qu'à ce stade ici, Matata n'aura pas le choix de se déclarer candidat. Ça répond à la logique de la victimisation, en fait. Quand on a l'impression d'être dans le saldra, dans les accointances politiques, dans le coup bas, et finalement c'était la dernière solution. Cette fois-là pour politiser en fait, de manière officielle cette affaire-là. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne sais pas, le temps nous donnera raison, mais forcément je sais aussi que les contextes ou les événements ont déjoué un peu ces plans. S'il faut s'en tenir au plan de Matata, je crois que pour lui, la dynamique était 2028. Mais finalement, il est allé vite en besogne, il était obligé de le faire à la va-vite. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être ses proches pourraient le dire. Mais encore une fois de plus, je sens que le bras de fer entre lui et Bahati Lukwebo a fini par faire changer un peu ses cartes politiques et décider de le faire maintenant. Mais sincèrement, en parlant un peu, en étant dans le secret des dieux, je crois que l'objectif pour lui c'était 2028, pas 2023. Mais qu'aujourd'hui il décide de le faire, tout ce qu'on peut le souhaiter, c'est bonne chance. Et aussi, il ne faudra pas se voiler la face. Moi, je crois que Matata Pogno, en termes de c'est une candidature sérieuse. En termes de valeurs, c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose. En termes des visions, c'est quelqu'un qui peut voir les choses différemment. Je suis friand de cette politique-là où le Congolais ou encore la population n'est pas simplement dans la sphère de consommateur, mais aussi actrice de l'action publique, ce qui passe par la présentation des projets, par les débats publics, par une présentation cohérente et par un échange citoyen. Et je crois que peut-être lui pourra le faire et avec les autres nous emmener sur cet terrain-là. Malgré que ça reste un humain, ça il faut le reconnaître. Je pense en tout cas de voir ces débats entre Matata et Mouzitou, Adolphe Mouzitou, qui ne cesse de tirer sur Matata par rapport à sa gestion. J'ai hâte d'animer même ces débats contradictoires, même ces débats pré-campagne. On propose ça après. Entre Matata et Mouzitou. Adolphe Mouzitou, ça sera la bonne guerre. On n'a même pas implanté les partis, ni les cellules de base. À peine, j'étais une fois avec Matata, j'étais dans sa suite à Kindu. Il a animé une conférence, débat sur le leadership, la bonne gouvernance. Donc, en fait, c'est les noms du thème qui étaient développés dans des colloques et séminaires. C'était une ONG. C'était une ONG. Et transformé maintenant en parti politique. C'est-à-dire, on a gardé la même dénomination pour le parti politique. C'est comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il répond à une stratégie politique. Ce n'est pas vraiment dans ses calculs, dans ses objectifs. Est-ce qu'il a des hommes? Face à une stratégie politique, il est obligé de le faire. Comme vous revenez, il n'a pas eu le temps d'implanter, c'est vrai. Il a une base naturelle, c'est le Kindu, mais au-delà de ça, avec Salomon Kalonda aussi là-bas. Il fallait un travail de fourmi, parce que là-bas, Salomon est devenu un challenger très sérieux. Ah oui. Ça, il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'il y a déjà une possibilité de partager ces marchés au niveau du Maniema. Mais au-delà de ça, je crois que Kinshasa, il fallait quand même un travail de fourmi implanté. Mais je suis sûr que peut-être ils vont se reposer sur les bases de l'ONG qui faisait des œuvres caritatives ça et là. Mais malheureusement, en termes d'électorat, c'est difficile de transformer généralement ces genres
d'adhésion. Les reports de voix. Les reports de voix, ça a déjà prouvé plus d'une fois, ça ne marche jamais. Il y a une différence dans cette qualification de relation. Une population qui vous voit comme étant un philanthrope ne sera pas forcément un électeur pour vous quand vous serez politique. Ça, il faut un travail de fourmi, un travail stratégique, et j'espère qu'ils vont le faire. Rien n'est perdu, mais j'aurais aimé qu'ils commencent par ce travail de fourmi-là. C'est la deuxième candidature annoncée, hein, après celle de Félix Tshisekedi, officiellement, qui va remplir. Il l'avait dit d'ailleurs, sur plusieurs antennes de télévision et radiodiffusion. C'est Matata Pognon. C'est une stratégie pour se protéger. On se dit, ben, si on touche à moi, on dit on cherche noise à un candidat président potentiel, bien ça rentre dans le cadre normal du fonctionnement de la chose. Je vais lire son tweet qu'il a fait ce matin. Pour m'abattre politiquement, la machine politico-judiciaire a été mise en marche. Le parquet près de la Cour constitutionnelle s'y est employé, mais la Cour constitutionnelle a dit non à l'injustice. Le parquet près de la Cour de cassation vient de confirmer la décision de la Cour constitutionnelle. Vive le bon droit. Mais on dit que c'est un fake news. C'est cette histoire du parquet près de la cassation. J'aime bien. Selon Akage, hein, mais jusque-là, le parquet ne s'est pas officiellement prononcé. J'en viens. Je vais en quelques secondes montrer la forfaiture de cette... vous n'avez que 4 minutes. Hein, de cette réflexion. Il dit qu'une machine politico-juridique a été mise en marche pour l'empêcher, pour le contraindre. Mais la question que je me pose, la Cour constitutionnelle ne fait-elle pas partie de cette machine? C'est-à-dire, Matata nous renseigne que Félix ne contrôle pas la Cour constitutionnelle. Non, il contrôle les parquets, pas la Cour. Peut-être. Comme on me donne des précisions. Donc, dans la fumisterie qu'il veut... Attendez, donc Matata croit à ce que Akage a traité de fake news. Il croit que c'est vraiment, le dossier est classé à la cassation. En croire son tweet. En croire son tweet. Donc, visiblement... Mais est-ce que c'est vraiment un fake news? Selon Akage. Parce que Akage devient maintenant les porte-parole de l'ANER. Akage n'est pas le parquet. Les porte-parole du parquet. Allez-y. Non. Que ça soit un fake news ou pas, on n'en sait rien pour l'instant, mais on constate dans son argumentaire que quand les décisions de justice sont dites dans son sens, c'est le bon droit. Quand les décisions de justice ne vont pas dans son sens, c'est une machination politique. C'est une machination politique ourdie contre lui. Là, il cite abusivement Bahati Lukwebo, le chef de l'État, qu'il revoie un peu sa communication. Non, attendez, toi tu as détourné l'argent. C'est pas selon Serge, parce que ça je ne peux pas l'affirmer. Selon l'IGF, selon les rapports de la Likoko, tu as détourné l'argent. Il n'y a pas eu procès au fond. La Cour s'est limitée à voir la forme et s'est dit non, tout ceci. Il n'y a pas procès au fond. Mais tu te dis, je fais comme les Quinois disent, n'a sauté premier dans un candidat, on touche à un candidat potentiel ou à un candidat déclaré. Vous avez si bien fait de dire que même dans son giron naturel, j'aurais été un peu désobligeant, mais je vais me rétracter pour ne pas tomber dans ce que je reproche aux autres. Je ne pense pas qu'entre lui et Salomon Escadella, il le battra à plate couture dans leur giron. Là aussi, il y a un certain Chadari qu'il ne faut pas enterrer. Ah oui. Donc, penser et croire que les autres ont peur de Matata qui serait une machine politique, il faut parfois... Ah oui, là vous soulevez, il n'a pas vraiment l'ancrage sur l'ensemble du territoire national. Hein. C'est un peu... Il a bonne opinion, cela ne se traduit pas forcément à un élection. Forcément, c'est un peu l'histoire de la grenouille et de la bœuf, la fable. En lingala on dit koye bana elingite bato balingio. Non, c'est-à-dire on connaît pour salaki bolamu, mais quand il faut aller prendre l'engagement, ça c'est autre chose. La sociologie politique électorale congolaise, les gens ne la maîtrisent pas très bien. Je vais vous faire un parallélisme avec ce qui se passe dans la musique. Est-ce que l'objectif c'est réellement d'être candidat et gagner les élections, ou bien l'objectif c'est de prendre cette casquette, l'objectif c'est tout sauf ça. Pour se protéger. L'objectif c'est tout sauf ça. Ouais. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de gens sont députés. Mais est-ce que c'est vraiment solide? Est-ce que c'est vraiment un objectif
qui va résister dans le temps. Non, c'est-à-dire... Parce qu'il ne suffit pas, il n'est ni dit nulle part dans notre constitution, dans notre arsenal juridique, que si vous êtes candidat président, vous êtes exempté de toute poursuite, c'est parce que vous êtes candidat. Non, moi aussi, je peux me déclarer candidat. Mais c'est pour la consommation externe, c'est pour la victimisation, comme l'a dit Cardi, ça concourt à cela. Mais M. Matat était du PPRD. Kabila, quand il a cherché des dauphins, pourquoi ne l'a-t-il pas choisi? Merci beaucoup. On se limite là pour aujourd'hui. Merci à Patrick et à Diana Gardi d'avoir été nos invités de ce matin. Patrick, vous avez déserté le plateau, ça fait 2 mois. C'est vrai qu'à un moment, moi non plus, je n'étais pas là. J'étais à Lubumbashi, j'ai fait les cassis et puis... il y avait des manques de courant. Voilà, un problème aussi. La situation générale. Voilà, ça s'améliore un peu, hein, comme on dit chez moi à la maison. Merci à Moro Nzambe, qui était derrière les 3 caméras. Merci à toute l'équipe technique sous la coordination de Romain Makonda, que j'appelle professeur. Réalisation de Doudou Montiri. Prenez soin de vous et on se retrouve demain, 9h30. Ça sera jeudi éco. On va parler un peu économie. On reviendra sur ces 16 blocs pétroliers et 3 blocs gazés et un appel d'offres du 28 au 29. Bonne évasion sur les antennes de Canal et à demain.